On est donc maintenant sur la fraiseuse et on va centrer le plateau. Alors cette fois-ci, je ne peux pas utiliser le centreur, le palpeur tridimensionnel puisque j'ai le filetage dans le chemin. Donc la boule, avant de toucher ici le palier, l'ajustage, l'alésage de précision, touche sur le filetage. Donc je ne peux pas utiliser le palpeur. Ici les épaulements sont pas assez épais pour palper. Avec la bille, hein, c'est trop compliqué. Et en plus on a les briques dans le chemin. Et extérieur c'est pareil. On pourrait éventuellement agencer ça différemment. Mais c'est pas nécessaire puisqu'on a un centreur, un comparateur coaxial qui va nous permettre de centrer. Donc j'ai déjà parlé de cet appareil dans une précédente vidéo dans lequel je montrais un peu le fonctionnement et surtout les mesures avec toutes ces touches, hein, comment ça fonctionne. Et je crois avoir oublié de préciser qu'il est également livré avec avec ici une petite pointe, laissez-moi sortir ça, avec une petite pointe ici, pointe articulée et à ressort, hein, légèrement articulée, qu'on peut venir placer comme touche, hein, tac, et qui va permettre de se centrer avec un marquage de pointeau par exemple, hein, ou avec un avant-trou, un trou de centrage, mais surtout avec un marquage de pointeau. Donc on vient dans le marquage et il va tourner, hein, jusqu'à être bon. Donc c'est pour ça qu'il est articulé et c'est le même principe, hein, on centre de la même manière. Donc très pratique pour le centrage précis avec un coup de pointeau, bien que effectivement en général un coup de pointeau c'est souvent utilisé pour des centrages pas tellement précis qui ne nécessitent pas le centième de précision. Donc on a maintenant, j'ai placé mon comparateur coaxial dans la broche et je vais maintenant ajuster la touche. Alors j'ai mis la touche la plus courte puisque comme je l'ai expliqué dans la précédente vidéo, la touche la plus courte va nous donner le plus de précision, parce que comme je l'ai expliqué, la valeur ici n'a pas de réelle signification puisque c'est pas une valeur, cette valeur est faussée par la longueur de la touche et le diamètre de l'alésage. Donc pour ça il existe un tableau que j'avais déjà montré pour un trou de tel et tel millimètre à tel et tel millimètre, en utilisant la touche 2 pouces, 4 pouces ou 6 pouces, voilà ce qu'on lit réellement sur le comparateur. C'est les vraies valeurs. Alors là je suis rentré plus dans les virgules, machin, donc c'est pas du tout utile, hein, puisque c'était en pouces à l'origine. Donc ici on a la touche de 2 pouces pour un diamètre de 55 environ, qu'on va palper. Ça nous fera une précision de lecture, donc entre là et là, de 0,012, on va dire. Donc 1 centième de micron par graduation. Donc la graduation est quasiment bonne, mais peu importe, ce qui nous intéresse, c'est pas la graduation en elle-même, c'est la comparaison du fourreau. On veut qu'elle bouge le moins possible, c'est tout. Donc c'est pas un appareil vraiment de mesure. Donc maintenant il va falloir ajuster la touche, donc je l'ai mis dedans, serré. Et on va ajuster la touche pour la faire librement. Hop, donc on la desserre pour la ramener sur l'alésage. Et on met un peu de tension, là, donc en faisant lever un peu, bouger l'appareil, pour un minimum de course des deux sens. Donc là on peut voir la petite aiguille à 0, on la ramène sur 1 à peu près. On peut aussi la mettre au milieu. Ça y est. Pas évident à centrer, pas évident à serrer en même temps et tenir tout en même temps, bref. Donc, c'est maintenant mis en place, on a un peu de tension. Et on va utiliser, on peut utiliser la barre ici qui est faite pour tenir, hein, donc il se visse dans un des 3 trous, de chaque côté ou de l'arrière. Mais on va pas s'en servir puisque j'ai rien autour qui permet de bloquer. Donc ça passe partout au-dessus, peut-être... c'est bon, essayer ici.
Donc ouais, on va pas utiliser cette barre, on le tient simplement à la main. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc, avant de lancer la machine, donc vitesse maximum 700 tours minute, ce qui est à mon avis déjà beaucoup trop, puisque ça devient trop compliqué à lire. Donc on fait déjà une rotation à la main. Là on peut voir qu'on touche déjà plus, c'est qu'on est beaucoup trop décalé par ici. Donc ici on est déjà pas bon. On va déjà venir toucher ici. Voilà, donc là normalement on touche sur tout l'axe, sur tout l'alésage, hein, et on peut maintenant mettre notre fraise en route et ajuster tout ça. Alors c'est très simple, comme j'ai montré, maintenant on touche l'alésage partout, hein. Donc pour ça qu'il faut mettre assez de tension sur la touche quand on la règle, pour qu'elle puisse aller partout. Donc là on voit le mouvement. Et en bougeant l'axe X, on peut voir à quel point il a baissé. Hop, ça remonte, donc on est allé trop loin. On rebouge un peu en arrière. Voilà, là c'est le maximum qu'on peut avoir en X. Maintenant on va s'occuper de Y. Voilà, c'est pas bon. C'est déjà trop. Voilà, là c'est pas mal. L'aiguille bouge à peine. Donc on a pu voir, l'aiguille bouge à peine. Alors ça sifflote un peu, on peut mettre un peu d'huile dessus aussi, hein. Mais pas trop, pas de graisse, parce que ça fausse la mesure, hein. Donc, enfin, ça fausse la mesure, on peut dire. Voilà. Donc là on est dans le centième, on peut dire, puisque la lecture se fait à centième, un tout petit peu plus d'un centième, et on a moins d'un centième de décalage. On peut faire un essai à la main. L'aiguille ne bouge pas du tout, là. On reste toujours sur la même graduation. Alors j'ai qu'une main, il faut que je tienne le levier en haut pour la position neutre. Et on peut bien sûr le régler à 0 si on veut, hein. On voit bien que ça bouge pas. On est donc parfaitement centré maintenant. Voilà pour l'utilisation du palpeur coaxial, du comparateur coaxial. Donc très simple et relativement précis, mais faites quand même attention. Donc longueur des touches, tout ça. Bon, on a donc mis le forêt à centrer et on est prêt pour faire nos 4 perçages. Donc très simple. On a un trou de 69, enfin 4 trous à répartir sur un cercle de 69,5 mm, 3 mm de diamètre. Donc 69,3, ce qui nous fait la moitié est de 34,65. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On est parfaitement au milieu maintenant, du moins au mieux possible. On va simplement aller vers ici de 34,65 mm. Puis on peut faire notre premier trou. Ensuite on revient à 0 et on part de l'autre côté de 34,65 mm également. On revient à 0, on fait la même chose en haut, la même chose en bas, vu que c'est 4 trous à 90 degrés, tout simplement. Où on va ici de 34,65, puis après on va de 69,30 vers l'autre côté. Et on sera bon. Donc pas besoin d'utiliser de fonction spécifique de la visu. Il n'y a rien de spécial à utiliser, hein, c'est axe YZ 90 degrés. Voilà. J'ai placé à peu près mes trous, les 3 trous pour pas tomber en face exactement, j'ai fait à peu près ça au mieux. Mais disons que c'est sans importance. Donc on va faire des trous pas trop profonds, on ne veut pas dépasser la bague, on ne va pas aller trop dans la bague avec le filet. Donc on va faire l'épaisseur du filetage ici, pour le filetage, le taraudage. Voilà, donc opération de base, hein, je vais faire ça hors caméra, j'ai fait la même chose pour les trous extérieurs, je vous ai montré les mêmes choses ici, hein. Donc c'est toujours la même chose, pointage avec le forêt à centrer, D4 puis perçage. Voilà, donc opération de base.
Alors, petite remarque importante concernant les tarots. Et ceux qui connaissent un peu auront remarqué que ces tarots-là, ce tarot que j'utilise n'est pas fait pour les trous borgnes. Donc ce tarot est normalement fait pour un trou débouchant, les copeaux s'évacuant par le bas. Le problème, c'est que j'ai pas de tarot à trou borgne, puisque c'est pas le même type. En tout cas, j'en ai pas en M8. Et j'ai utilisé un tarot standard. Donc, et j'aurais pas dû parce que je viens de casser le bout ici. Hein. Donc on peut, je sais pas si on le voit comme il faut sur la caméra, il y a un petit morceau qui est cassé ici et un plus petit qui est cassé ici. Donc sur l'arête de coupe, ce qui est bien gênant. Puisqu'il était quasiment tout neuf et c'est pas un tarot pas cher, c'est pas un style chinois là, c'est un Wurth Zebra. Donc voici la boîte, c'est des super tarots, parmi les meilleurs que j'ai utilisés, hein, donc c'est qualité industrielle. Il y a plusieurs autres marques qui sont très très bonnes, hein, dont ceux-là. Alors il a peut-être fait 5-6 trous et voilà, enfin peut-être avec cela, ouais, on va dire 10 trous. Et voilà que j'ai réussi à le casser. Donc le problème, on a beau faire autant attention qu'on veut, les copeaux ne pouvant pas s'évacuer comme il faut, bien que chaque fois je sors et je sors les copeaux avec un petit fil, ça pose problème. Donc ça se bloque. Lorsqu'on revient en arrière, le copeau se bloque dans l'arête, et ce qui provoque la casse de l'arête. Hein. Donc bon, j'ai pu faire mes 4 taraudages, donc ça va. Il va falloir que je m'équipe une fois avec un jeu de tarot pour trou borgne. Alors ce sont les mêmes types de tarots. Donc on a les tarots classiques à main, hein, 3 passes. Donc l'ébauche, l'intermédiaire et le finisseur. Qui fonctionnent aussi. Cela dit, ils ne sont pas vraiment prévus pour pareil, hein, pour les trous borgnes. Les tarots à trous borgnes ont des gougures hélicoïdales, donc comme un fourré, et vont évacuer le copeau de la même façon qu'un fourré. Donc j'en ai en autre diamètre, je vais voir si je peux vous montrer ça. À gougure hélicoïdale, donc on peut voir, c'est une hélice. Hein. Et lorsqu'on va faire notre taraudage, le copeau sort par en haut, dans les hélices, hein, comme un fourré, tout simplement. Donc faites attention, si vous avez des bons tarots, faites pas n'importe quoi comme moi là, parce que c'est dommage de les casser, hein, ça vaut relativement cher un tarot de ce type, il va falloir que je le remplace. Prenez le bon type, donc on peut voir une bague de couleur bleue ici. Donc les couleurs bleues, c'est pour, enfin ça dépend du fabricant, reportez-vous aux données fabricants. Ici pour Wurth, le bleu c'est pour les aciers. Acier de plusieurs, c'est un usage assez standard, hein, acier dur, inox, tout ça, c'est la bague bleue. On a la bague verte pour ce qui est vraiment très dur, alliage très dur, donc tout ce qui est super alliage, tout ça. Et on a aussi, si ma mémoire est bonne, c'est la bague jaune qui a utilisé pour tout ce qui est alliage léger. Tout ce qui est également bronze, laiton, aluminium. Et il me semble qu'il y a encore une autre couleur pour le rouge, oui, il me semble que c'est le rouge pour les aciers qui va jusque dans les aciers beaucoup plus durs, acier outil, tout ça, acier rapide même, il me semble, à vérifier. Mais en tout cas, le bleu, c'est l'usage le plus courant et éventuellement le vert. Donc, voilà. Et on remarque aussi une autre petite différence sur les tarots pour trou borgne. Ils n'ont pas un chanfrein aussi élevé pour débuter le taraudage, et ce qui va permettre de faire un taraudage plus profond jusqu'au maximum, presque jusqu'au fond du trou de l'alésage. Ça y est, les taraudages sont entièrement terminés. Donc pour arriver jusqu'au fond, j'ai utilisé le tarot finisseur du kit 3 tarots, qui permet d'aller plus bas dans le taraudage. Et j'ai fait une autre constatation assez étonnante, intéressante on va dire. J'ai fait les 2 premiers, donc avec ce tarot là, pour faire le bout, et j'ai rencontré le même problème qu'avant, donc très dur à revenir en arrière à chaque fois, copeaux qui coincent. Pourtant j'ai bien mis de l'huile, alors j'ai mis cette huile de coupe qui est une huile de coupe entière diluée, que j'utilise habituellement pour
fraisage, tournage. Et je pense que le problème venait surtout de là, parce que j'ai essayé ensuite l'huile de coupe que j'ai ici, de la WD-40 spéciale. Alors c'est pas du WD-40, hein, rien à voir, hein, c'est juste la marque. C'est une huile de coupe, ça c'est une vraie huile de coupe, hein, donc tout usinage. Bon. Elle est apparemment bonne pour le taraudage. J'ai fait un essai avec ça, et là effectivement c'est le jour et la nuit. Donc c'est une vraie huile, hein, c'est pas... on peut le voir, ça fait une espèce d'émulsion, une espèce de mousse qui devient ensuite huileuse, hein, ce qui permet de l'étaler vraiment partout. Ce mousse, elle se prend autour et ensuite elle devient liquide. C'est de la vraie, c'est vraiment de l'huile, c'est pas du WD-40, hein, rien à voir avec le WD-40, ce qu'on appelle WD-40. Et là par contre c'est rentré tout seul. Là du coup j'ai aucun accroc, ça rentre vraiment tout seul dedans. Alors là effectivement la différence est vraiment très très nette. Alors il faudrait, bon maintenant j'ai fini, mais il faudrait que j'essaye avec mon huile de coupe entière sans la diluer, hein, voir si ça marche bien. Mais en tout cas celle-ci fonctionne vraiment super bien. Donc je pense qu'avec celle-ci j'aurais évité, ça aurait évité d'endommager mon tarot. Je pense. Bien que effectivement, comme je l'ai expliqué, il est parfait pour les trous bornes de toute manière. Mais je pense que j'aurais pu le sauvegarder si j'avais utilisé la bonne huile. Donc sur l'acier, j'ai jamais vraiment remarqué de grande différence entre l'autre huile et celle-ci. Mais sur l'inox, je pense que ça fait une différence. Et je vais, pour mes prochains taraudages, j'utiliserai donc cette huile-là. Et je vais faire un essai avec l'huile entière aussi. Nous voilà de nouveau sur le diviseur. Et le plateau est maintenant définitivement monté. Donc cette fois, tout est parfait. C'est monté. Les 4 trous sont taraudés pour la fixation du mandrin 4 morts qui va parfaitement dessus. Hein. Donc j'ai des vis de ce type là. Et il va vraiment avec un très bon ajustement sur l'épaulement ici. Et les 4 vis qui dépassent largement assez. Donc très bonne fixation. Pareil pour le 3 morts. L'épaulement est parfaitement à la bonne taille pour pas toucher le fond. Parce que le problème c'est ici. Hein. Enfin le problème... Donc on a une profondeur d'épaulement ici de 3,76, de 3,80 il me semble, ou 3,75, je sais plus maintenant. Et on ne doit pas les dépasser avec les 2 épaulements additionnés. Hein. Voilà, donc j'avais expliqué ça dans une des précédentes parties. Donc j'ai remis le disque de division rapide, hein, donc ça fonctionne parfaitement bien, on est parfaitement dedans. Aucun jeu, c'est parfait. Donc nous reste à terminer les mandrins. Donc enfin les mandrins, donc déjà le 4 morts, je vais voir pour commander quand même une vis ou voir les deux qui sont soudés là. Hein, donc ça fera une certaine somme. Bon, c'est vrai que il faudra les changer. Et on doit encore démonter le mandrin, nettoyer le mandrin 3 morts. Donc relativement rapide à faire, il n'y a pas grand chose à faire sur celui-ci. On a juste à démonter l'arrière, sortir tout ce qu'il y a dedans, donc il y en a pour pas longtemps, puisqu'il a juste à être nettoyé et éventuellement vérifier, pierrer un coup la face arrière pour enlever les points hauts. Donc juste nettoyer. Pas de rouille, hein, bon, quelques marques sur les côtés sans importance. Hop. Donc ça c'est du rapide. Et il nous reste aussi ce qui va être le projet de maintenant, faire la poignée. Donc la poignée de blocage qui vient ici. Donc c'est une poignée pas très longue, elle fait à peu près 100 mm. Enfin je vais la faire à peu près à 100. J'avais reçu des photos donc de la même personne qui m'avait envoyé les photos de la bague, il me semble, sur le forum usinage.com, qui m'avait envoyé des photos aussi du... alors je sais plus si c'était la même personne, mais j'avais reçu des photos qui me montraient de la poignée, donc merci beaucoup. Voilà, donc la poignée va être faite à peu près sur le même style, hein, donc la poignée c'est une poignée, hein, c'est pas d'importance sur le style, sur le design extérieur, mais on va essayer de s'en rapprocher au maximum. Donc on va essayer de faire à peu près, hein, j'ai fait un dessin un peu rapide, hein, on peut regarder les détails. Ça en haut ça n'a rien à voir, hein, donc ça c'est
rien du tout. Donc ça sera à peu près sur le style là. Donc droit, légèrement conique, puis essayer de faire quelque chose d'un peu près sphérique. Mais c'est pas évident, hein, la sphère sans sphéreuse, que j'ai pas encore pris le temps de faire, n'est pas évidente à faire. Donc on verra si je fais ça sphérique ou plutôt chanfreiné sur les bords avec double chanfrein, quelque chose de propre. Et le taraudage à M12. Hein, voilà. Donc on a cette barre là qui va servir pour la fabrication. Il faudra donc aussi séparer, je vais faire je pense une petite séparation ici qui sera légèrement plus profonde ici, donc une petite gorge ici d'esthétique, hein, comme j'ai vu à peu près que c'est à peu près comme ça à l'origine. Et on va faire du molletage. Donc molletage ici et molletage là. Voilà, tout ça, ça sera molleté. Donc on va essayer de faire un petit molletage de grains fins ou moyens, pas très profond, je ne le veux pas trop profond, c'est vraiment juste pour l'esthétique. Et ça donnera l'occasion de faire une petite vidéo sur le molletage, et peut-être même si j'ai le temps, je ferai une petite vidéo séparément sur le molletage tiré de là, hein, donc comme j'avais fait pour le filetage au repère. Voilà, donc c'est le projet. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est par percer la barre ici. Donc on va commencer par la poignée, les mandrins on s'en occupera après. Donc on va commencer la poignée et on va faire des marquages. Alors, on va faire un certain ordre de fabrication qui est important à respecter à mon avis. On va commencer. Alors je vais commencer par faire la partie le perçage. Au milieu ici on va faire un perçage taraudé directement à M12, ce qui va être la première opération. Puisque ce sera plus facile à faire quand la barre est brute que de la prendre après dans les tours. Donc je vais commencer comme ça, on verra bien ce que ça donne. Ensuite on fera le surfaçage à l'arrière ici, juste pour être droit, et on va faire un pointage pour la contrepointe, hein, donc un trou de centrage. On sera sur le tour bien sûr, trou de centrage qui va permettre de mettre la contrepointe, puis on va faire, je pense, directement l'arrondi du côté là, puisqu'on pourra mettre dans le mandrin assez profondément dedans et pas avoir de porte-à-faux, puisque pendant l'arrondi je peux pas mettre la contrepointe, ça me laisse pas assez de place. Donc c'est plus agréable à travailler très proche du mandrin. On fait l'arrondi ici qui nous gardera encore le trou de pointage pour le trou de centrage, et ensuite on pourra sortir plus loin et mettre la contrepointe. On aura déjà une partie de l'arrondi de fait. Ensuite on laissera dépasser suffisamment pour faire toutes les opérations restantes. Donc ça va commencer par la partie arrière, donc on va faire un surfaçage, un chariotage pour rendre la pièce bien ronde, hein, que ça tourne bien rond pour le molletage. Puisque le molletage nécessite quand même une pièce qui tourne bien rond sur le tour pour éviter qu'elle glisse, parce que si les molettes glissent, vous aurez un molletage loupé. C'est un peu le plus délicat avec le molletage. Ensuite on fera le molletage. Une fois que la première partie est faite, on fera le molletage sur toute la longueur, plus long que ce qui est nécessaire, puisque le molletage n'est pas une opération. Alors une molletage c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire au moment pas la finition, c'est vraiment au moment de l'ébauche, ou au moment, c'est pas une opération de finition puisqu'elle fait des bavures et des bords relativement peu propres. Donc la finition c'est après le molletage toujours, hein. Donc une fois le molletage fait, on pourra faire les chanfreins sur les bords, on pourra faire la gorge et ensuite la partie conique ici. Donc on fait le molletage qui, ne l'oublions pas, ici c'est pas important, mais ne l'oublions pas, agrandit toujours le diamètre, puisque c'est un molletage par compression qu'on va faire et non pas par coupe, hein, puisqu'il existe aussi des molettes affûtées qui sont des molettes coupantes. Et donc là on vient couper le molletage, ce qui est parmi les meilleurs, hein, c'est ce qui donne souvent le meilleur résultat, mais ils sont pas donnés, hein, c'est plutôt relativement cher. Donc voilà. Donc on va faire le molletage par compression, en espérant que ça se passe bien, parce que parfois avec les porte-molettes qui ont un peu de jeu, on a du mal à avoir un profil propre. Et ensuite, une fois le molletage effectué, on fera le cône, la partie conique légèrement esthétique, hein, hop,
et on fera le reste de l'arrondi de ce côté, si possible. On fera un chanfrein, on verra encore comment ça se passe. Et ensuite on fait l'opération ici de gorge au milieu d'esthétique, puis on fera le chanfrein à l'arrière, enfin la découpe et le chanfrein. Voilà. Donc on fait la découpe à l'outil à tronçonner, avant d'arriver au bout on met l'outil à chanfreiner, on fait un petit chanfrein et on vient dedans. Et on termine le tronçonnage. Voilà le plan d'opération. C'est du XC48, donc j'espère que ça va aller bien. J'ai toujours un peu de mal à avoir une finition très propre. Je préfère avoir un acier. On n'arrivera pas à cette finition là, par exemple. Ici, on peut voir que cet acier là donne un fini génial. L'XC48, ça donne plutôt ce genre de fini là. Donc à voir. Alors pour le molletage, je vais vous montrer un exemple de pièce que j'ai molletée il n'y a pas longtemps. Laissez-moi vous prendre au bon endroit. Voilà la dernière pièce que j'ai faite en molletage il n'y a pas si longtemps. Donc aluminium. Qui avec une bague pressée ici pour la futeuse. Donc c'est le bouton pour tourner la broche pour la futeuse. Hein. Donc diamètre correct et un joli molletage très bien réussi. Avec les molettes larges, donc les plus grosses molettes, il me semble que j'avais utilisé pour faire ce molletage. Je ne sais pas si on arrive à bien le voir. Donc il est très régulier, très propre. Seul petit défaut, les porte-molettes chinois là, c'est franchement pas top. Il va falloir que je fasse autre chose. J'en ai un meilleur, mais déjà un peu usé. Mais les molettes ont un peu de jeu. Du coup, elles se mettent un peu en travers. Alors ça se remarque pas, mais si on regarde bien le profil, on voit qu'il est un peu en biais tout simplement. Voilà, donc ça c'est en aluminium et le molletage est relativement simple. Donc on va commencer. Alors petite remarque sur les marqueurs. J'ai acheté ces marqueurs là, donc Sharpie Magnum, c'est de l'ancien stock, j'en ai une dizaine. En rouge pour marquer sur l'acier pour faire le traçage. J'aurais préféré du bleu, mais ils n'avaient pas, donc je privilégie avec du rouge. Et c'est des pointes extra larges. On peut le voir, c'est par rapport au doigt, ça a une bonne largeur, quoi. Donc ça permet de recouvrir rapidement. Et on peut tout simplement couvrir notre surface ici pour le marquage. Donc c'est des marqueurs indélébiles. Voilà, on va pouvoir marquer proprement maintenant. On va pouvoir tracer proprement. Fonctionne super bien. Et là, donc ça sèche très vite. Et on va pouvoir tracer faire notre traçage pour le perçage. Donc je vais faire le tracé, rien de spécial. On va prendre... j'ai choisi 25 mm au total, donc on va prendre la moitié, on va faire un trait, on va faire un coup de pointeau au milieu, et on va mettre ça sur la perceuse à colonne et on va percer tout simplement au milieu. Donc c'est approximatif, ça ne nécessite pas le centième, hein, c'est pour une poignée. On commence donc par un pointage avec un fourré à centrer. Et on peut maintenant changer de fourré. Et on va percer ça en 2 fois. Voilà, donc première opération effectuée. On peut maintenant passer au diamètre final qui est de 10,25 pour un taraudage de M12.
Bon, le perçage est terminé. On peut maintenant passer au taraudage. Donc pour le forêt plus gros, donc 10 à 25, j'ai mis une Sermax pour tenir les taux, hein, ça bouge plus. Un morceau de bois en dessous pour pas abîmer la table et les taux. Bon, voilà. Alors le moment en général le plus compliqué, là où ça accroche en général, c'est la fin du perçage. Quand on commence à traverser quand on traverse la pièce, c'est là en général où le forêt se bloque et nous fait tourner la pièce. Alors je sais, avec cette perceuse, dans ces vitesses-là, la courroie patine de toute façon, donc c'est pas spécialement grave. On peut largement retenir la force. Voilà, donc le perçage est terminé, on peut faire le taraudage, on va rien bouger, on va faire ça sur place. Donc on va le mettre dans la machine, on va tarauder doucement à la main bien sûr, pour garder le centrage. Voilà, on met donc de l'huile dessus. Et on tourne à la main. Et une fois engagé, on peut mettre notre clé qui devrait passer tout juste. Voilà, le taraudage est effectué, donc très propre. Plus qu'à y bavurer les trous qu'on fera pas. On fera pas ça tout de suite puisque il faudra passer autour, donc on va faire la partie arrondie, mais surtout on fera un plat d'un côté à la fraise pour avoir un appui plat, tout simplement. Donc taraudage se fait très bien dans cet acier, propre, facile, en utilisant la bonne huile de coupe cette fois. Donc on a maintenant la première partie qui est terminée, hein. Donc, le trou a l'air relativement bien centré, peut-être légèrement décalé, on verra ça, de toute façon peu importe. Et on va pouvoir passer maintenant aux opérations de tournage. Donc commencer par le centrage, puis l'opération de on va dire de sphérage, hein, donc de l'arrondi d'avant, pour laquelle on va utiliser un outil en forme d'arrondi tout simplement. Donc j'ai trouvé un outil dans le stock là qui a une forme arrondie. On va essayer peut-être le réaffûter, on va essayer comme ça, et si ça va pas on essaiera de réaffûter et voir ce que ça donne. Donc sur la perceuse, bridage pour les forêts. Alors pour rappeler un peu, souvent on utilise la perceuse, alors certains s'en étonnent, on utilise la perceuse sans brider les taux. Les taux est juste posé dessus et on perce. Alors c'est bon pour les petits diamètres. Pour les diamètres plus gros, là je suis passé, donc disons jusqu'à 8-10 maximum, ça peut passer. Donc là j'étais à 10-25, donc voilà, à 10 je préfère brider, hein, selon le type, surtout sur les pièces rondes comme ça où ça peut s'accrocher facilement. Comme dit, il faut connaître sa perceuse. Moi je sais parfaitement que celle-ci, à la main, en tenant l'étau à la main, si ça se bloque, la courroie patine. Donc sur des vitesses relativement lentes déjà, ça patine. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Comme je disais, l'accro se produit la plupart du temps à la sortie, à la traversée. Donc le problème, c'est souvent la perceuse en elle-même. Parce que la traversée, on veut la faire très lentement. Le problème, c'est que le forêt va se tirer dedans du fait qu'il y a pas mal de jeu sur la perceuse, sur la broche. Donc du jeu axial sur la crémaillère. Donc il se tire trop vite dedans et il se bloque. Voilà, donc c'est ça en général qui arrive. C'est une perceuse chinoise à prix pas cher, faut dire ce qui est, mais qui fonctionne très bien. Pour du perçage, c'est parfait. Voilà, on va donc passer au tour. On est donc maintenant sur le tour et j'ai mis ma pièce dans le mandrin.
donc relativement un déplacement court. Et on va faire un tout petit point de centrage avec un petit fourré puisque le trou restera visible, hein, donc on ne veut pas un truc trop gros, on ne veut pas traverser jusqu'ici. Donc on va percer tout ça. Voilà, le point de centre est fait. On va pouvoir passer à l'arrondi en utilisant l'outil de forme. Alors, je vais vous le montrer. Voilà l'outil que j'ai, donc outil taillé en forme de rond, hein, que j'ai récupéré dans un lot, je sais plus trop où, et qu'on va donc essayer. Donc l'arête de coupe semble encore assez tranchante, bien qu'elle n'est pas parfaite. On va voir ce que ça donne. Donc laissez-moi mettre tout ça en place et je vous reprends. Voilà, l'outil est mis en place. On va faire un essai, donc vitesse de rotation assez lente, bien huilée. Souvent le problème c'est que plus l'arête de coupe porte sur la pièce, et plus l'effort de coupe est important, et plus il y a aussi risque de vibration. Alors les vibrations c'est toujours le gros problème en utilisant, quand on utilise ce type d'outil. Donc outil de forme, outil à forte arête de coupe en contact avec la pièce. Donc on va y aller doucement et on va voir ce que ça donne. Alors pour l'instant ça fonctionne très bien. Donc on rentre doucement de ce sens, puis on décale un peu vers la poupée, vers le mandrin, ce qui va permettre de prendre, de pas prendre à chaque fois sur toute la longueur, sur toute l'arête de coupe, ça bouge un peu, ce qui facilite la coupe. Donc comme on peut le voir, là ça coupe sur toute la longueur, on décale un peu et ça va couper juste un petit peu sur le bord et ça va prendre doucement sur toute la partie. Donc bien huilé, l'huile de coupe est très importante et on exerce un effort très faible, on ne veut pas pousser dedans. Et voilà, on a une quasi demi-sphère hein, qui est plutôt propre. On aura un petit point de touche ici, c'est pas grave, hein, ça sera pas une sphère complète, ça sera plutôt un obus parce qu'il y aura un bout plat ici qui va permettre tout simplement d'avoir un minimum de coupe. Alors peut-être que je peux encore rentrer plus par là, c'est vrai que ça me plaît pas trop là. Le fini est plutôt correct, hein, normal. Et on peut voir que ça fonctionne très bien. Donc voilà. Ce qu'on va faire, je vais peut-être encore faire une passe dedans, revenir un peu plus par là pour enlever un peu plus et revenir quasiment au milieu ici. Ça sera peut-être plus propre.
Donc faut que je voie ça, mais bon. Peu importe, ça fonctionne très bien, donc pas de vibration, vitesse de coupe relativement lente, avance lente. On y va tranquille par étapes et ça pose aucun problème, l'outil ne chauffe pas, la pièce est légèrement tiède, rien de bien spécial. Et on peut voir que ça permet de faire une sphère relativement facilement, donc une demi-sphère facilement. C'est un outil apparemment qui a été fait soi-même, hein. C'est pas un outil, je pense pas que ce soit un outil commercial, donc l'affûtage a été fait soi-même, donc on peut faire ça dans un barreau HSS. Là en l'occurrence c'est une plaquette carbure, et enfin il me semble que c'est une plaquette carbure brasée qu'il y a dessus, et ça fonctionne très bien. J'ai encore fait une petite passe, donc hors caméra vite fait, j'ai pris un peu plus par ici, j'ai coupé un petit peu devant et j'ai pris un peu plus par là pour arriver à peu près au milieu du taraudage, hein, ce qui pourra faire plus ou moins une sphère. Donc c'est pas mal. J'ai dû refaire un peu mon trou de centrage puisque j'ai enlevé un peu plus de matière, voilà. Donc j'avais laissé exprès un peu plus au début pour être pas trop court, et là c'est très bien. Donc ça fonctionne très bien, ce type d'outil est bon pour cet usage, hein. Donc dans l'XC48, le fini est pas terrible, c'est pas grave, on fera ça, on va passer un coup à la lime douce, puis au papier de verre, on arrivera très amplement à donner un fini parfait. Donc, très important, il faut un tour rigide, hein, pour faire ce genre d'opération. Plus c'est rigide, mieux c'est, hein, donc ça c'est très important. Tournez doucement, hein. Si vous avez des vibrations trop importantes, il y a plusieurs possibilités. Alors soit le cas le plus courant, il faut baisser la vitesse de coupe, donc la vitesse de rotation. Parfois il faut aussi augmenter la vitesse d'avance, hein. On prend un copeau trop faible, donc ça vibre, il y a pas assez ça rentre pas assez vite dedans. Alors, en général avec un outil de forme, c'est pas ça le problème, en général c'est la vitesse de rotation ou la rigidité du tour. Donc on y va toujours doucement et surtout bien huilé. Et autre précision aussi, bien sûr, on laisse toujours l'outil dépasser au minimum de la tourelle. On va jamais venir ici si c'est pas nécessaire. Alors, on peut le faire si vraiment il n'y a pas le choix. Mais c'est vraiment à éviter, hein. C'est vraiment cas vraiment extrême où on n'a pas le choix. Mais sinon, on reste toujours le plus près possible de la tourelle. Voilà, on va donc maintenant passer à l'étape suivante qui va être la partie moltage. Donc on va sortir notre pièce qu'on va mettre entre points, enfin avec la contrepointe et côté dans le mandrin, et on va se préparer au moltage. J'ai donc mis l'outil à molter. Juste avant, j'ai fait une petite passe légère, un petit chariotage pour arriver bien rond et réduire un peu le diamètre. C'était à 22, on est à peu près à 20, quelque chose comme ça, hein. Bon, c'est de l'XC48, jamais un super fini, hein. J'ai toujours pas réussi à trouver. Alors, pour l'instant, le meilleur que j'ai comme outil, c'est un outil fait soi-même, hein. Donc celui-ci que j'ai affûté moi-même en faisant plusieurs essais d'angle, plusieurs essais de diverses choses, divers angles, et avec celui-ci c'est ce qui me donne le meilleur résultat sur l'XC48 pour l'instant, hein. J'ai essayé des dizaines de plaquettes, des dizaines Alors si on prend une profondeur relativement importante, mais pour une passe de finition, je n'ai toujours pas trouvé d'intéressant. Bon. Donc, on doit maintenant, on va faire notre moltage. Donc j'ai mis les molettes relativement fines, hein. On vérifie que les molettes, on peut passer un petit coup de pinceau. Voilà, j'ai donc bien nettoyé les molettes et c'est parfait. Donc molettes doivent être propres, la pièce doit être propre, hein. Et on peut on vérifie bien les molettes, une d'un sens, une de l'autre. C'est des molettes qui ont chacune un sens. Et on peut éventuellement c'est bien bon, ok. On peut éventuellement venir mettre le chariot. Donc ce qu'on va faire, alors je vais vous montrer, on va dans un premier temps se centrer avec la pièce. Donc là on est beaucoup trop bas, on va monter l'outil. Donc le but, c'est de se centrer à peu près, hein, puisque c'est auto-centreur si on veut, mais il faut un minimum de 2 centrages. On va se centrer avec la pièce. Ok, donc là les deux molettes touchent. Mais on n'a pas beaucoup de jeu ici.
va baisser un peu puisqu'on veut laisser du jeu pour qu'il puisse descendre s'il a besoin, hein, parce qu'il ne faut pas qu'il soit embuté, hein, c'est pas le but de ce type d'outil là. Donc on descend un peu, voilà, donc là on a un peu d'ouverture en bas et largement assez de jeu en haut, voilà, ok. Et on peut maintenant serrer notre porte-outil bien fermement. Donc là il se centre, hop, les deux roulettes sont en contact, c'est parfait. On peut, alors si on veut, on peut prendre un très léger angle sur la tourelle, environ 3 degrés, pour faciliter la pénétration. Alors je ne sais pas si c'est toujours une bonne idée, mais on va voir ce que ça donne avec un peu d'angle. Donc là on le met droit. Et on va donner un tout petit peu d'angle. Très léger, en espérant que ça ne va pas gêner, parce que parfois c'est pas la meilleure solution. Alors, je suis pas un spécialiste du molletage, hein. J'ai remarqué que si on donne de l'angle, ça facilite la pénétration puis l'avance d'un sens. Par contre, ça la bloque pas mal de l'autre sens. Donc ce qui dérange souvent sur le molletage, c'est le début. Donc le début, c'est venir ici et plonger suffisamment profond pour faire un marquage propre sans que les molettes glissent. C'est ça en général le plus dur. Donc ce qu'on va faire, pour ça qu'on va commencer plus loin que ce qu'on a besoin ici, vu que le molletage sera à peu près jusque là. La partie là elle va être taillée coniquement, donc elle servira à rien. On va donc venir ici et commencer déjà ici. Pareil, on va aller plus loin ici puisque c'est possible. Donc pour le molletage, c'est beaucoup d'huile, vitesse très très lente, et on désengage jamais les molettes tant que c'est pas fini. On peut arrêter, pas de problème, on peut couper le tour, mais on ne désengage pas les molettes tant que c'est pas fini, sous peine de puis retomber dans les mêmes rainures et de faire un molletage qu'on peut dire pas bon. Donc l'idéal serait de commencer sur un épaulement. Ici il n'y en a pas, c'est pas grave, on va faire 100. La première chose à faire, c'est de venir en contact et de marquer profondément le premier contact pour que les molettes pénètrent déjà dedans. Ok. Donc on vérifie. La molette a toujours tendance un peu à glisser au début, j'ai remarqué. La contrepointe prend pas mal d'efforts, donc bien régler la contrepointe. Et on y va tout doucement. Donc on a mis au centre, on a bloqué ici. Les molettes sont maintenant bien fortement en contact. Alors il faut les appuyer maintenant, hein, plutôt que de les appuyer quand ça tourne, parce que quand ça tourne, elles vont glisser et puis elles vont faire des mauvais stries. Alors, comme dit, je ne suis pas forcément le grand spécialiste du molletage. Je n'ai pas réalisé beaucoup. Donc on met bien de l'huile et une vitesse très très lente. Alors j'ai donc mis un peu d'huile. Donc j'utilise l'huile comme pour le taraudage, puisqu'elle a des plus fortes pressions, résiste apparemment à une plus forte pression. Et on va continuer à s'engager dedans. Et on vérifie ce que ça donne. Voilà, l'empreinte est bien fine, bien propre. Donc comme on peut le voir, au début ça fait toujours des trucs un peu... ça a toujours tendance à glisser parce qu'on donne pas assez de pression. Je suis pas trop spécialiste là-dedans, pour l'instant c'est la seule solution que j'ai trouvée. Mais ça marche plutôt bien, là il devient relativement propre. On continue donc comme ça. Et on avance très lentement vers le membrane.
Voilà, le molletage est plutôt joli. On a fait une première passe, hein. Donc on peut voir que les croisillons sont bien formés. Il n'y a pas de dérapage de la molette. On voit juste des stries ici, qui sont des différences de profondeur dues à la rugosité de la pièce. Bon, c'est pas bien grave. On les verra quasiment plus une fois terminé, hein. Donc on continue, on reprend une passe légèrement supplémentaire et on revient de l'autre sens. Donc laissez-moi faire quelques passes et voilà. Donc après quelques passes, on arrive à quelque chose de plutôt correct. On essuie, on éponge l'huile, hein. Bon, il faudra bien le nettoyer bien sûr. Mais les stries sont bien réalisées, sont bien régulières. Alors un peu difficile à voir car elles sont assez petites. Je vais essayer de vous montrer ça de plus en face. Alors on voit encore à travers les traits, donc il est important de faire une bonne finition avant quand même, hein. C'est un peu dommage, mais c'est pas bien grave. Les traits sont bien réalisés, on passera un coup de papier de verre et de nettoyage et on aura quelque chose de vraiment propre. Donc ce qu'il faut donc surtout, c'est ne pas désengager, avancer doucement, laisser travailler les molettes. Il ne faut pas oublier que l'effort qui est mis sur transversalement est très important. Alors si je peux dire une chose, évitez à tout prix les porte-molettes mono-molettes avec une seule molette. C'est vraiment à éviter parce que vous mettez tous les stries, ça fait une espèce de vibration comme il n'y a qu'une molette, qui va tout frapper, qui va marteler votre écrou en bronze, l'écrou du transversal en bronze ou autre chose. Ça va vraiment vous marteler votre transversal et vous mettre du jeu dedans. Enfin, bien sûr, hein, tout est relatif, mais c'est vraiment pas recommandé. Moi, je le recommande pas. Donc, préférez le double molette. Il existe plusieurs types, hein, j'aime bien celui-ci. J'ai d'autres types style ciseaux. Alors, les ciseaux sont très bien. Le problème, c'est que ceux que j'ai, c'est des porte-molettes ciseaux pas chers. Donc, j'ai pris pour essayer, type chinois. Et j'en suis vraiment déçu. J'en suis déçu parce que le porte-molette est plein de jeux. Tellement de jeux que lorsque les molettes sont dessus, elles se décalent, elles se mettent en biais et du coup elles coupent plus comme il faut, elles glissent dessus. J'ai jamais réussi à faire un molletage propre avec. Donc je peux que dire de les éviter, hein. Alors c'est une bonne base, vous pouvez le prendre et le modifier, il faut que je le fasse, modifier, mettre des axes plus ajustés, changer un peu, enfin mettre quelque chose de plus ajusté. Mais moi si je peux conseiller quelque chose, c'est orientez-vous vers de l'occasion de qualité. Ça c'est un porte-molette que j'ai payé très peu, je sais plus combien, ça devait être une 10-15 euros, que j'ai acheté sur le forum usinage.com. Ces molettes là étaient avec, pareil, molettes de très nettement meilleure qualité que les molettes chinoises. Les molettes chinoises sont pas mauvaises, hein, j'en ai quelques-unes, j'ai pas été déçu. Celui-ci, malgré un fort usage, on peut voir il y a du jeu dans les axes, hein, il y a du jeu, il y a des marques derrière, tout ça, et pourtant c'est le seul avec lequel j'arrive à vraiment faire un molletage approximativement propre. Alors l'idée serait de faire aussi un porte-molette par enlèvement de matière, donc avec une molette coupante, donc qui vient couper plutôt que d'appuyer comme ça dessus. Donc là ça donne un meilleur résultat, moins d'effort de coupe, plus rapide, c'est beaucoup plus adapté. Il suffit d'avoir des molettes coupantes, on peut prendre des molettes comme ça et tout simplement les affûter sur une face, hein, donc ça vient couper par le côté. Ensuite, petite chose à dire, il faut de préférence utiliser une burette ou n'importe quelle huile comme ça plutôt qu'un pinceau, parce que vous pouvez voir j'ai plus de pinceau là dedans. Pourquoi? Parce que la molette me l'a mangé. Donc ouais, si on fait pas attention une fois, ça va très vite. Les poils se coincent là-dedans et vous avez tous les poils qui partent avec. Voilà, donc j'ai plus de poils sur le pinceau. Alors on va mettre un autre. Donc évitez d'utiliser les pinceaux, vous faites-le quand c'est à l'arrêt. Donc je pense que c'est correct, on peut maintenant enlever le porte-molette. Ok, donc je suis plutôt satisfait. On va pouvoir passer maintenant à l'opération du cône ici, de la partie conique qui est pas très facile à faire. Alors je dis pas très facile parce que il va falloir trouver une solution pour tourner coniquement finalement, puisque le chariot ne passe pas de ce côté là à cause de la contrepointe.
il faut l'incliner de ce sens, mais on est trop près, on est vraiment très près du mandrin, donc il faut être vraiment très vigilant. Donc laissez-moi voir ça et je vous reprends quand c'est prêt.